Très cher jury, très cher public, aujourd'hui je vais vous proposer de me laisser troquer mon poste de candidat à la tête du stratège de la connaissance. Laissez-moi être le temps d'un instant le stratège de cette arme si fabuleuse. Car oui, en effet, la connaissance est bel et bien une arme si dévastatrice qui, je pense, a besoin d'un vrai stratège. Et bien évidemment, en tant que candidat et à la fois stratège, je me propose de l'être sans un grand ego. Enfin, je l'espère. Pour ce faire, je vais adopter une démarche militaire. Laissez-moi donc commencer. Phase 1, construction. Et oui, car comme toute connaissance, on a besoin de la construire. La connaissance n'est pas innée. Même si elle est une arme, comme toute arme, on a besoin de la fabriquer. On a véritablement besoin de la créer. Car finalement, la connaissance, c'est le fait d'analyser l'extérieur et d'en tirer des conséquences. Chose qui va être très utile pour nos amis scientifiques quand il s'agit de créer des bombes atomiques. On pourrait même continuer en disant qu'il y a de fortes connaissances nécessaires à la formation tout simplement de stratèges. Car un stratège, effectivement, a besoin parfois de négocier. De ce fait, il aurait besoin de connaissances juridiques dans le cas où un contrat pourrait avoir des failles. Ces connaissances, si durement acquises durant ces années de droit, il pourra enfin les utiliser. Donc cette arme si fabuleuse se construit et s'utilise pour déceler les failles. Mais je dirais même plus, on pourrait même apprendre à déceler la vérité et le mensonge. Car après tout, les connaissances ne sont que des analyses, et toute analyse peut parfaitement être trompeuse. Il y a donc deux types de connaissances, à mon humble avis, qui sont les connaissances mensongères et les connaissances véridiques. Cet établissement de cette construction me permet donc maintenant d'aller en phase numéro 2, celle de l'analyse pour l'établissement d'une stratégie d'attaque. Car après tout, je suis un stratège, ma volonté reste quand même la guerre, mais j'ai besoin de bel et bien analyser les forces en présence. D'abord, je vais commencer par analyser mes forces. Après tout, mieux vaut savoir ses défauts et ses qualités avant de rentrer en guerre. Mais me diriez-vous, il y a quand même beaucoup de soldats dans une armée, et si un bon stratège a besoin de prendre tout élément. Donc je vais vous proposer une expérience de pensée assez particulière. Laissez-moi être tous les soldats en un. Laissez-moi être l'unique soldat de ma propre armée et me faire ma propre analyse personnelle. Finalement, je vais donc devoir m'analyser moi-même. Je vais devoir tirer connaissance de mes propres propos et de mes propres manières de penser, de mes propres schémas de pensée. En effet, ça va être véritablement utile de pouvoir veiller à ce que son subconscient et son conscient soient totalement sous maîtrise, que cette connaissance que l'on a justement de ces deux états qui sont le subconscient et le conscient soit sous notre main mise. Parce que finalement, cette connaissance nous permettrait un fait important, de connaître nos limites et d'éviter de prendre de mauvaises décisions. Mais je pourrais même aller un peu plus loin, dans une analyse, cette fois-ci, extérieure. Car après tout, une guerre, ça se mène contre un ennemi. Donc autant analyser ses performances ou ses défauts. Pour cela, je vais utiliser un argument qui m'est cher. Non pas parce que le philosophe s'appelle Tristan Garcia, mais parce qu'il a établi une philosophie du nous et du vous. Dans ses œuvres, il a caractérisé le nous. Il lui a donné toute une panoplie d'informations. Ce nous que je représente, car après tout, je suis une armée à moi seul, et ce vous. Il dit que si on est en capacité de caractériser le nous, on peut aussi faire de même avec le vous. Finalement, pour comprendre notre ennemi, on a besoin de nous comprendre nous-mêmes. Pour faire étalage de ces connaissances, pour faire étalage de ces armes qu'on a tant mis de temps à construire, finalement, on a besoin d'avoir une connaissance parfaite de nous-mêmes et de nos ennemis. En somme, de nos limites et des limites de notre adversaire. Dorénavant, je vais passer à la phase qui, je pense, va vous susciter le plus de joie, de tristesse, mais même un peu d'engouement. C'est la fameuse phase de l'attaque. Et oui, parce qu'un stratège, il organise des attaques, des guerres, des batailles, que dis-je, des luttes acharnées pour le pouvoir.
Et la connaissance, comme le dit le vieil adage, c'est le pouvoir. Mais cette fois-ci, je ne vais pas seulement m'amuser à faire étalage de cet adage, mais je vais bel et bien faire une analyse un peu plus complète, en utilisant la phase numéro 1 qui était la construction, la phase numéro 2 qui est l'analyse. Premièrement, on a donc appris ce qui nous composait, on a donc appris la manière dont sont construites nos armes de la connaissance, et tout cela va nous permettre de faire une chose assez intéressante, de prévoir l'ennemi. Bah oui, en somme, on connaît nos défauts, on connaît nos qualités, donc on sait jusqu'où on peut aller. Mais on connaît aussi les limites de notre ennemi, donc on a connaissance de ses limites à lui aussi. De ce fait, on va éviter de faire des erreurs. Finalement, c'est aussi cette arme qui est intemporelle. La connaissance est aussi une arme intemporelle qui nous permet de mesurer au mieux l'importance des caractéristiques qu'on aura si bien définies. Mais je pourrais même aller plus loin en faisant même preuve encore une fois un peu de rhétorique, parce qu'après tout nous sommes dans un concours d'éloquence, faire étalage d'un autre point assez important. Cet usage finalement qu'ont tous les stratèges de la connaissance à user la rhétorique, cet art qui va utiliser une autre panoplie de la connaissance. De ce fait, ça veut dire que cette connaissance est bel et bien une arme, parce qu'elle arrive à s'entrechoquer avec d'autres armes. Donc c'est bel et bien un combat d'épée qui s'annonce devant nous, une véritable guerre acharnée, remplie avec de véritables armes, mais des armes qui malheureusement parfois laissent des traces à peine perceptibles. Et oui, parce que la connaissance est aussi quelque chose d'idéal, purement sous forme d'idées. On ne peut pas toujours le percevoir parfaitement. Ces connaissances, ils peuvent nous manipuler, pas sous forme en permanence de démagogie, mais en tout cas, ils peuvent cadrer notre pensée, l'empêcher d'agir. C'est une véritable arme psychologique, finalement, qui dénue et combat toute logique. Pour continuer, j'aimerais aussi aller sur un point qui me semble tout à fait intéressant. Ces armes auront bel et bien des effets. Mais est-ce qu'on peut dire que la connaissance peut avoir que des effets négatifs? Que cette arme que j'ai si bien décrite ne peut avoir que des effets négatifs? Eh bien moi je ne pense pas. Il peut aussi y avoir des effets positifs. Car en effet, en faisant des prévisions sur ce que l'adversaire serait en capacité de faire, on peut donc l'attaquer en premier, car un autre vieil adage nous dit si bien, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et la connaissance, cette arme si fabuleuse, nous permet de pouvoir mieux attaquer. Donc en gros, excusez-moi pour cela, en somme, de bien mieux attaquer. Mais bien entendu, il y a des conséquences négatives, car après tout, en nous bombardant de connaissances, on fait de nous de véritables bombes humaines, prêts à exploser. Pas physiquement, bien entendu, mais en ayant trop de connaissances en nous, on peut trouver que la vie devient absurde. Pas absurde au sens camusien, mais bel et bien d'une absurdité totale, car on aurait connaissance de toutes les failles du monde et de toutes ses beautés. De ce fait, le monde paraîtrait totalement risible, même pour moi, un grand stratège de la connaissance. Cependant, on a constaté que ça pouvait être très dangereux, la connaissance finalement. C'est pour ça que je vais aller sur une phase que probablement vous n'avez pas imaginée, celle du traité de paix. On sait tous pertinemment que pour établir un traité de paix, il faut des armes. Sinon pas de traité, seulement la guerre et la victoire de celui qui, on va dire, aurait le meilleur étage de connaissances ou aurait la plus grande quantité de connaissances finalement. Mais dans certains cas, il y a tellement de connaissances acheminées qui forment des armes si singulières, si puissantes, que finalement ils en deviennent dissuasives. Donc autant faire un traité de paix qui empêchera que ces armes dissuasives deviennent effectives. Je pourrais donc conclure dans une phase finale par un simple conseil. Très cher jury, très cher public, j'aimerais que, quand vous utilisiez dorénavant ces connaissances, vous mesuriez la dangerosité de cette arme si dangereuse. Merci.
Bien écoutez, merci beaucoup de si bon matin, de nous avoir effectivement essayé de nous convaincre par rapport au pour de la connaissance est-elle une arme. Est-ce que sur les réseaux sociaux, par exemple, comment vous situeriez cette connaissance comme une arme ? Comment je la situerais ? Oui. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent être une connaissance utilisée comme une arme ? Moi, je pense qu'on peut parfaitement définir les réseaux sociaux comme une arme, mais une arme bien plus dangereuse que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que finalement, il y pullule une quantité impressionnante de personnes qui parfois auront du coup cette connaissance mensongère. Et cette connaissance mensongère aura un impact, un effet important pour toute personne constatant cette connaissance. Mais même au-delà de cet aspect de la connaissance, les réseaux sociaux, ils ont perdu leur essence, qui était de transmettre des connaissances purement scientifiques. En tout cas, quand je parle d'Internet, c'est plutôt d'Internet dont je parle. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, avant, c'était plutôt pour la joie, la bonne humeur. Mais de nos jours, on peut constater que ça devient un véritable calvaire, surtout, par exemple, sur certaines plateformes possédées par certains milliardaires que je tairai le nom. Donc je considère bel et bien que c'est une arme dangereuse qui défie véritablement toute logique. Déjà, merci pour votre prestation qui était vraiment de qualité, comme toutes les prestations de ce concours. Alors moi, j'avais une question, pour reprendre l'adage de Rabelais, la science sans la conscience n'est que ruine de l'âme. Est-ce que pour vous, l'usage de la connaissance, comme vous l'avez rappelé, à des fins malsaines, dangereuses, peut amener justement à la destruction même de l'importance de cette connaissance ? Eh bien moi, je pense que non. J'ai un exemple parfait à vous donner. Socrate et l'allégorie de la caverne. Après tout, ce n'est pas une connaissance digne, mais c'est une connaissance qui s'arme. Parce que cette personne qui devra quitter cette caverne devra marcher au fur et à mesure vers la liberté, découvrant ainsi de nouvelles connaissances. Donc je pense que non, un surplus de connaissances peut même être très bénéfique. Même si ça reste une arme dangereuse, parce qu'après tout, c'est très dangereux de vouloir quitter ses entraves. Car quand je rappelle l'allégorie de la caverne, rappelons quand même que c'est quelqu'un qui libère de ses chaînes, littéralement quelqu'un qui est sous la servitude du nombre, qui une fois qui aurait découvert ce que c'était la véritable connaissance redescend, mais cette fois-ci, les deux personnes avec qui il était le menacent de mort. Donc c'est une arme, certes, mais une arme utile et qui permet, même en surplus, de toujours être bénéfique. Merci Tristan. 2 questions. La première, à partir de quel moment peut-on être sûr de la véracité, de l'exactitude d'une connaissance ? Cette question est intéressante parce que ça veut dire qu'on placerait un curseur général. Mais après tout, comme je l'ai dit, la connaissance, c'est une analyse. Et les analyses dépendent de tout à chacun. Donc placer un curseur personnel, c'est très difficile. On pourrait bien entendu placer des curseurs généraux sur des grandes idées, des grandes connaissances communes, comme par exemple scientifiques approuvées. 1 plus 1 font 2. On pourrait dire que ceux qui disent que 1 plus 1 font 3, effectivement, ça ne serait pas vrai. Mais tout ce qui est plus précis, comme je disais, tout ce qui était dans le modèle de l'arme, c'est tout de suite plus compliqué parce que ça voudrait dire que cette connaissance serait utilisée à notre insu déjà. Et passer un curseur sur quelque chose qui est à notre insu, c'est toujours très très difficile. Parce qu'on le mettra soit très négatif, soit on pourra lutter facilement, on le mettra très positif, même si ça paraissait étrange. Merci. La seconde, l'arme verbale est-elle la plus pernicieuse ? Dire le contraire serait aller au total encontre de mes propos. Mais finalement, mes propos, je les affirme encore une fois. Ce n'est pas mesquin, c'est utilitaire, j'ai envie de dire. Après tout, une arme, elle est faite pour être utilisée, excusez-moi. C'est son usage qui justement va déterminer si c'est mauvais, mesquin ou pas. Donc ça va véritablement dépendre de ce que vous allez faire de ces connaissances finalement. Félicitations pour votre prestation. J'ai bien aimé le ton de votre voix. Vous la posez bien, vous avez différentes intonations, vous avez bien bougé dans l'espace également. Vous nous avez emporté par votre démonstration. Votre visage également est expressif, c'est important. Attention de temps en temps aux liaisons. C'est également quelque chose d'important, mais je comprends qu'avec le stress, c'est quelque chose que nous, les avocats également, nous avons du mal à gérer.
Vous avez étayé toute votre démonstration de mots qui ont trait à la guerre, et vous les avez distillés les uns après les autres, et c'était judicieux. Vous avez parlé de stratège, de guerre, d'ennemis, d'armée, de pouvoir, d'attaque, pour finir par la paix. C'était vraiment une belle démonstration, et à un moment, Merci. vous nous avez défini l'arme par son utilité. Et pensez-vous qu'elle existe en dehors de cette finalité ? Je pense que bien évidemment. Parce que, encore une fois, en dehors de son utilité, après tout, la dynamite de base ne devait pas être une arme, mais seulement un outil. Mais de nos jours, elle s'est transformée en arme. Donc j'ai envie de vous dire que oui, elle peut parfaitement exister sans forcément avoir comme utilité première la destruction, avoir comme solution première d'être une arme littéralement. Elle reste tout de même très dangereuse parce que la dynamite peut exploser, du coup cette connaissance est explosive, mais tout de même. Je ne sais pas si mon propos a été clair, mais d'accord, merci. Bonjour Tristan, je vous Bonjour. félicite. J'ai beaucoup aimé votre présentation. Vous avez très bien mis en lumière la complexité, surtout la dualité de la connaissance. Alors, à la fois, vous avez peu de temps et on aimerait en connaître beaucoup plus. Je me suis posé plein de questions et c'est vraiment génial de ce point de vue-là. Alors, je vais essayer de compacter, de résumer les idées qui me sont venues. La question première que je vous poserai et que vous me répondrez après mes quelques remarques, c'est est-ce que vous avez, si on revient sur le domaine juridique, l'idée de grands procès qui ont mise en combat comme ça la connaissance effectivement de ce point de vue-là. Et l'autre question, c'est finalement vous avez évoqué pardon la connaissance véridique et la connaissance mensongère. Je suis un petit peu moins d'accord. Ça serait pas plutôt finalement une sorte d'instrumentalisation de la connaissance qui serait faite derrière? Et j'étayerai éventuellement après votre réponse. Donc je vais essayer de répondre chronologiquement à vos réponses. J'ai bel et bien un procès qui me vient directement en tête. Il n'est pas glorieux et avec crainte, je le prends avec des pincettes. C'est celui de Klaus Barbie. Les enjeux de connaissance ici étaient très larges parce qu'après tout, c'était une période très grave, des millions de morts, et on essayait de trouver non pas un bouc émissaire, mais véritablement celui qui était responsable de toutes ces violences, le fameux boucher de Lyon, durant la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, ce qui était difficile de démontrer ici, c'est qu'il y avait une partie de l'attaque qui avait des connaissances sous forme de preuves, parce qu'après tout, les preuves peuvent parfaitement être considérées comme des connaissances. Mais il y avait la défense qui avait d'autres connaissances qui prouvaient la non-inculpation. Mes souvenirs sont assez vagues, mais je me souviens d'une dualité de cette connaissance qui était assez intéressante. J'ai répondu donc à votre première question, et je vais passer à votre deuxième question, que malheureusement j'ai oubliée. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît ? Elle touche à la question de savoir finalement, est-ce que ça ne serait pas plutôt une instrumentalisation de la connaissance plutôt qu'une distinction entre connaissance véridique et connaissance mensongère ? Eh bien, pour une fois, je vais aller contre mon exposé au moins une fois. Je pense que vous avez véritablement raison. Et d'ailleurs, j'ai un argument que j'ai déjà utilisé dans mon premier oral, celui du Big Brother. Finalement, il a des connaissances qu'il va instrumentaliser. Parfois, il va même un peu les maquiller, comme par exemple la quantité de tabac qu'il faut produire ou ce genre de choses pour l'Atlantica. Donc effectivement, ce genre de connaissances produites ou générées sont plutôt instrumentalisées plutôt que mensongères ou véridiques. Après, il y aurait des contre-exemples pour réprouver mon propre propos, mais je trouve que c'est plus général de dire ça. Cependant, si l'on va dans les détails spécifiques d'une chose, on pourrait finalement dire qu'il y a bel et bien des connaissances mensongères, comme par exemple, il est faux de dire que le ciel peut être vert. Ça dépend de la planète, après tout, vous me direz. Mais il y a ce genre d'argumentation qui peut être pris avec des pincettes. Donc j'ai envie de vous dire, ça dépend à quelle échelle on se situe. Si c'est de manière générale, instrumentalisation. Mais si, imaginons, c'est une simple discussion entre deux personnes, il peut parfaitement y avoir des connaissances véridiques et mensongères.
sans forcément but de manipulation, parce que probablement que ces personnes ont eux-mêmes été manipulées par d'autres connaissances. Cher jury, très cher public, heureuse de vous voir de bon matin. À travers mon propos, je ne brandirai point d'armes cachées, mais d'un appel je veux vous toucher. Je n'userai point d'armes secrètes, mais des idées qui jamais ne s'arrêtent. Alors, jury, public, contradicteur, je vous invite à baisser les armes. Oui. Oui, vous comprendrez dans mon plaidoyer que vous armer n'est pas la finalité. Aucune arme ne sera ici employée, mais de mes connaissances, je vais vous captiver. La connaissance, cette vertu de l'âme, n'est pas une arme, car elle est neutre par nature. Une arme est créée avec l'intention de blesser, de dominer ou de détruire. En revanche, la connaissance est un outil de compréhension, de progrès et d'émancipation. Accuser la connaissance d'être une arme, c'est oublier qu'elle est avant tout un outil de progrès. Quelle folie de défendre l'idée que la connaissance est une arme lorsque l'on sait que l'arme elle-même fut le fruit d'une absence de connaissance. J'espère ne pas vous avoir perdu, mais je vous parle ici de Nobel. Oui, Nobel, en quête de sûreté, se verra détourné de sa finalité. Et ses travaux pleins d'espérance, en manque de connaissances, deviennent outils de violence. De manière plus explicite, je vous parle ici de la dynamite. Oui, cette invention, grâce à ses connaissances visant à sécuriser l'usage de la nitroglycérine pour des travaux de construction. Pourtant, détournée de son but initial, elle fut utilisée à des fins de destruction. Par sa connaissance, il aura voulu apporter sécurité, mais détourné, c'est à l'arme que cela aura mené. Ce n'était pas la connaissance de Nobel qui était dangereuse, mais l'emploi qu'en firent certains. De même, la science peut soigner ou anéantir. La philosophie peut libérer ou manipuler. La technologie peut rapprocher ou diviser. Ce qui compte, ce n'est pas la connaissance elle-même, mais l'intention de celui qui l'utilise. Ainsi, la connaissance ne tue pas, ne blesse pas, ne détruit pas. Elle est une lumière offerte à l'humanité. Et ce sont les hommes qui choisissent de s'en servir pour éclairer ou brûler. La connaissance est une arme. Mais de quelle arme parle-t-on ? L'objectif de cette arme est-elle la destruction, comme expliqué précédemment, ou parle-t-on d'un allié pour nous mener à la réussite ? Avant de trouver la réponse à cette question, j'ai longtemps erré dans mes pensées, cherché à développer toutes ces idées, mais elle était là, au bout de mon nez. Oui, il s'agit de cet objet, celui dont nous ne pouvons nous passer, celui qui est en réalité le fruit d'une absence de connaissance. Je vous parle ici de cette pomme. Car si son créateur, Steve Jobs, s'était contenté d'acquérir des connaissances comme beaucoup, aurait-il connu un si grand succès ? Est-ce que ces connaissances l'auraient mené à créer cet objet dont nous ne pouvons nous passer ? Armé de connaissances, il aurait pu être, mais par sa capacité à innover, il se sera démarqué. Enfin, mon idée, vous aurez compris, la connaissance n'est pas une arme. Elle n'inflige ni douleur, ni drame. Elle éclaire l'esprit, guide avec douceur. Elle conduit des ponts, non des murs de peur. Alors, cher jury, très cher public, j'espère avoir armé votre mal en patience et vous avoir convaincu que la connaissance est claire et que d'armes, je ne me serais pas ici munie.
Je vous félicite également. J'ai été très sensible à votre délicatesse, à votre ouverture poétique. Finalement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est votre approche vers la neutralité de la connaissance objective. Les remarques, questions que je pourrais vous faire, c'est n'y a-t-il pas eu un grand procès au Moyen-Âge qui a mis justement en perspective cette opposition de la connaissance avec l'instrumentalisation politique, ou en tout cas par des grands mondes politiques? Est-ce que ça vous rappelle absolument rien sur une vérité scientifique? La Terre est-elle plate ou est-elle ronde? Ça vous rappelle rien du tout? Le grand procès de Galilée? Non. Non, là, Bon, c'est une belle expression en tout cas de cette opposition. Et pour revenir sur la seconde, et là vous l'avez pointé du doigt, il y a une connaissance qui est très particulière aujourd'hui, qui est celle qui est cristallisée sur effectivement l'information et le véhicule de l'information. Bien avant ce que vous expliquez, ces hautes technologies, on a eu des découvertes en psychologie des foules au début du XXe siècle, qui ont été fortement instrumentalisées. Il lisait Serge Tchakotine, Le viol des foules par la propagande politique, qui explique comment Hitler est arrivé au pouvoir en utilisant effectivement les techniques de psychologie des foules. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, ce que relevait le président Pascal Leroux tout à l'heure, les réseaux sociaux, les médias mainstream fortifient, aggravent potentiellement ce véhicule de l'instrumentalisation de l'information? Alors, oui. Oui, l'information est beaucoup plus instrumentalisée car elle est beaucoup plus véhiculée qu'auparavant, beaucoup plus accessible. Voilà, on a tous un téléphone, on a tous Instagram, Twitter et tous les autres réseaux. Et c'est aujourd'hui à la portée de tous de suivre une idée ou d'en partager une, alors qu'avant, c'était quand même moins accessible et cette information, ce droit de donner l'information ou de le recevoir était moins accessible de tous. Félicitations, j'ai également beaucoup aimé votre prestation. Moi, j'ai noté deux mots qui vous caractérisent et qui caractérisent ce que vous venez de nous présenter, c'est la douceur et la lumière. Et pour vous avoir vu l'an dernier, je sais que vous avez adapté votre prestation, votre voix, votre comportement, votre gestuelle à votre sujet. Et ça l'a rendu profond, ça nous a beaucoup ému, en tout cas moi ça m'a beaucoup ému, cette douceur, cette poésie. Et pour ça, vraiment, je vous remercie. Je n'ai pas de questions. Merci. Merci Clara. Une seule question. La connaissance n'est-elle pas une arme contre soi? Dans le sens où plus on en sait, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Oui, je l'ai, et à la fois, la confiture, c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Donc, il y a ces gens qui ont des connaissances et qui la mettent trop en avant, qui veulent trop se vendre, et ça ne joue pas forcément toujours en leur faveur. Ils se prennent parfois la chose en retour. Mais c'est comme toute chose, il faut savoir s'en armer sans aller trop loin. Alors moi j'ai beaucoup aimé le ton de votre voix, j'ai trouvé ça parfait, j'ai aimé le timbre utilisé, j'ai regretté vos regards, j'aurais aimé être plus capté. Moi j'avais une question, vous nous avez expliqué que la connaissance n'était pas une arme, la preuve est une connaissance. Nous sommes ici dans la fac de droit. Est-ce que vous considérez la preuve comme une arme absolue? Au nom du texte que je défends, je vous répondrai non, forcément. Et ce sera d'ailleurs ma réponse, parce que nous n'avons pas besoin d'armes pour nous défendre. Merci beaucoup pour votre prestation. Effectivement, douceur et lumière.
En si bon matin, c'est tout à fait agréable. Je remercie Rodolphe d'avoir pris mes questions sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai bien aimé aussi le fait que vous commenciez par Nobel, hein, un fabricant d'armes qui aimait la paix. C'est quand même quelque chose qui est un peu antinomique. Mais bon, c'est intéressant en fait ce que vous avez utilisé comme propos autour de ce sujet. Et moi, j'aurais une question aussi. Alors, détendez-vous. Est-ce que la connaissance collective ne serait pas une arme contre le fait que la connaissance pourrait être une arme? C'est pas facile nos questions, je l'avoue, parce qu'effectivement, l'aspect, pour moi en tout cas, être contre, c'est pas si évident que ça. Peut-être que le pour est plus facile. Donc oui, le pour était sûrement plus facile. Mais à la difficulté, je me serais hâtée. J'ai envie de vous répondre que oui, mais ma thèse devrait vous dire non. Vous n'êtes pas obligé de suivre la thèse, vous pouvez me dire oui. Eh ben oui. Et pourquoi? On est là pour ça, on est là pour vous pour pousser dans vos retranchements. Car la connaissance collective conduit à s'armer et permet des fois aussi de s'émanciper de cette collectivité. Voilà. Très bien, merci. Merci. Continuons cette demi-finale avec le second sujet, les révolutions d'hier ont-elles encore un sens? Dans ce nouveau duel, Khadija défendra le pour et Léandre défendra le contre. Gombana! Gombana! Ce terme est utilisé en Afrique de l'Ouest et signifie égalité en droit et en dignité. Il a pour but la lutte contre l'esclavage par ascendance. C'est le cri de révolutionnaires d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Cette expression prend tout son sens lorsque l'on se penche sur la situation chaotique de mon pays, la Gambie. Les différentes composantes de mon village vivaient en harmonie selon une organisation bien établie. Les descendants d'esclaves, les forgerons, les nobles, les griots ont tous une place dans la société et ne doivent pas sortir de cette place sous peine de se faire rejeter ou de faire écrouler la pyramide. Si ton père était descendant d'esclaves, alors tu dois occuper les postes le plus bas, tu ne peux pas avoir d'ambition au sein du village. Si ton père était forgeron, alors tu es condamné à travailler le fer et tu ne peux rien faire d'autre. Et si jamais tu oses vouloir épouser quelqu'un qui ne fait pas partie de ta caste, alors là, tu vas être rejeté ou renié à tout jamais. Dans mon village, dans mon ethnie, dans cette société au fonctionnement particulier, tout est organisé autour des castes. C'est simple. Vous faites partie d'une classe sociale et vous ne pouvez pas en sortir. Si vous vous y risquez, c'est toute une communauté que vous vous mettrez à bout. C'est tout un équilibre qui sera rompu. Mais les temps ont changé. Si dans les années 1900, ce modèle était encore utilisé, voire accepté, aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens se soulèvent. Ils n'en veulent plus, ils sont dépassés. Plus personne ne veut s'y conformer. Alors les révoltes minoritaires d'hier, qui criaient Gombana, sont réapparues. Si le mouvement révolutionnaire a perduré dans le temps et s'est encore revendiqué en 2020, c'est qu'il trouve un sens dans son existence. Ça traduit un ras-le-bol général. Les membres du parti de Gombana sont rejetés, voire dans les cas les plus saugrenus, tués. Et le plus grave dans tout ça, c'est qu'il n'y a zéro donnée officielle parce que l'État ne se sent pas concerné par cette problématique. Et c'est en cela que le mouvement trouve son essence même. Face à l'inaction de l'État, ce sont les civils qui s'organisent afin de lutter à son échelle contre l'injustice sociale. Les révolutions d'aujourd'hui ont encore un sens aujourd'hui, messieurs, dames. Les révolutionnaires représentent la volonté de tout un peuple. Thomas Sankara avait rebaptisé son État, initialement appelé la Haute-Volta en Burkina Faso, qui signifie « pays des hommes intègres ».
C'était un acte révolutionnaire pour marquer la rupture avec le colonialisme. C'était une volonté de marquer la volonté du peuple de se désintéresser des Occidentaux. Thomas Sankara, dans les années 80, déjà prônait la production et la consommation locale, la valorisation culturelle et surtout, il voulait mettre fin à l'impérialisme et au paternalisme occidental. La volonté qui animait la révolution burkinabèse dans les années 80 anime encore le Burkina, mais aussi le Mali et le Niger, qui ont en 2020 renvoyé les ambassadeurs français dans leurs pays respectifs et rompu les relations diplomatiques avec la France. Dans la même volonté qui a animé le peuple burkinabé dans les années 80, les révolutions d'hier trouvent toute leur importance dans les revendications d'aujourd'hui. Les révolutions d'hier ne sont pas mortes, pardon. Les révolutions d'aujourd'hui continuent de persister, mais elles changent de visage. Thomas Sankara, Robespierre ou encore Che Guevara, ils ne sont plus. Mais leurs cris de révolte continuent de résonner encore et encore. La raison nous pousse à nous dire que la Terre tourne autour du Soleil et que la vie, elle, tourne autour des révolutions. C'est un cycle sans fin qui se répète. Le monde est en crise et les erreurs d'hier se répètent sans cesse. On est dans un monde toujours plus en régression. Alors forcément, les revendications d'hier qui ont été enterrées ressortent d'entre les morts pour de nouveau nous terrasser. La quête de sens passe par la recherche d'une raison d'être. Oui, les révolutions d'hier qui réapparaissent aujourd'hui ont une raison d'être. Elles veulent mettre fin à ce cycle, à cette malédiction. Finalement, on se bat toujours contre les mêmes ennemis, pour les mêmes droits. Les femmes sont toujours autant lésées, ici ou ailleurs, moins payées, moins considérées. Elles doivent se battre encore et encore pour faire tourner la roue. Les Iraniennes se battent encore aujourd'hui pour leur droit de vivre. Jin, Jihan, Azadi. En kurde, femme, vie, liberté. Les femmes iraniennes ne peuvent pas faire retentir cet appel, ce cri à l'aide dans les rues de Téhéran. Pourtant, elles connaissent le slogan par cœur. Alors on a des femmes à travers le monde, des hommes qui, eux, le crient haut et fort en soutien à ces femmes-là. Aux États-Unis, les régressions sont réapparues de plus belle avec la renomination du chouchou de la twittosphère, j'ai nommé Donald Trump. Remise en question du droit à l'IVG, suppression des genres, autres que hommes et femmes, les gens passent, bref, le retour encore à l'anarchie. En janvier 2025, ce sont près de 500 000 personnes qui se sont réunies au Capitole pour dire non à Donald Trump. Ce sont des personnes qui ont revêti des bonnets roses en signe à une manifestation qui avait déjà eu lieu en 2017 à la suite de la première investiture de Donald Trump. Finalement, c'est qu'un retour, encore une fois, au passé. En France, à chaque manifestation, c'est la Bastille qui est prise d'assaut. Comme d'antan, la place est occupée par des citoyens harassés, enragés par les décisions prises par le gouvernement. Quand on compare les tableaux de la prise de la Bastille de 1989 et les clichés de la Bastille de nos jours, finalement, il y a une telle similitude qu'on s'y retrouverait presque. Il n'y a pas de détails de l'histoire, messieurs, dames, ne vous y méprenez pas. Les révolutions d'hier existent et ne cesseront d'exister. Dire que les révolutions du passé ne font plus sens aujourd'hui, c'est taire, minimiser l'acharnement de toute une génération de révolutionnaires qui ont tout sacrifié pour nous. Mais quelle ingratitude! Lysandre, tu ne peux pas dire ça, voyons. Une révolution sans sens, qu'est-ce que ça peut être au juste? Dire que les révolutions d'hier sont désuètes, ça veut dire qu'elles ont fait leur temps et qu'elles ne doivent plus être. C'est un postulat un peu trop simple et vous en conviendrez. Admettons que les révolutions d'hier se sont
essuyées d'échecs, quand bien même elles trouvent toujours leur pertinence dans le présent et le futur. Elles permettent de ne pas fléchir finalement, de faire un bilan des acquis et des mépris de notre société. C'est utile. De ce qui a été conquis et de ce qui a été pris, de ce qu'il faut envisager et de ce qu'il faut abandonner. Si les révolutions d'hier avaient un sens, alors celles d'aujourd'hui en ont encore plus. Avant la Révolution, ce n'était pas que des intrusions ou des insurrections, mais c'était aussi le contrôle de l'information. Contrôler l'information, c'est contrôler la révolution. D'antan, s'exprimer librement dans la presse était synonyme de persécution. Figurez-vous qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Dans la presse, c'est toujours la même chose. Les médias sont sous le joug de la soumission. Tout se règle en off par des arrangements et non par une ambition de délivrer avec neutralité l'information. Les médias sont devenus un champ de bataille pour alimenter la révolution, imposer la volonté d'une minorité sur des gens qui ne voulaient que s'informer. La révolte contre la désinformation est un combat de tous les jours. Hier, on luttait contre la censure. Aujourd'hui, on lutte contre les infox. C'est pourquoi les générations ont pris d'assaut les réseaux sociaux afin d'informer avec plus de neutralité et non pas de chercher à influencer pour son propre intérêt. Si les révolutions d'hier avaient un sens, alors celles d'aujourd'hui en ont encore plus. Aujourd'hui, on est armé finalement de tous les côtés pour s'opposer et s'exprimer sur les maux qui gangrènent notre humanité depuis l'origine. Alors, messieurs, dames, révoltons-nous, révoltez-vous et ne laissez pas autrui vous ôter votre voix. Tout au long de l'histoire, des hommes, des femmes, comme vous et moi, se sont levés et ont dit stop. Votre parole a un sens, même si elle relate une problématique vieille comme le monde. Osez la dénoncer pour que nos mots d'hier ne gangrènent pas notre monde d'aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Khadija pour votre prestation, pour votre cri au début de votre intervention, votre témoignage, de votre pays, de votre village, de votre vie en fait quelque part. Et je dirais, au fait, les révolutions effectivement amènent, quand on regarde un peu l'histoire, installent de nouveaux pouvoirs, de nouvelles castes, voire éventuellement de nouvelles dictatures. En fait, ma question serait, est-ce qu'une révolution en fait, n'en chasse pas une autre ? Finalement, oui, une révolution pourrait en chasser une autre, parce qu'une révolution, c'est avant tout un renversement, un changement politique, mais aussi un changement dans ce qui est imposé aux autres. Donc oui, finalement, on pourrait dire que dans certains États, ou même la vie, ça serait finalement continuellement un changement de révolution. Merci pour votre prestation. J'avais une question, notamment concernant les révolutions. Les révolutions, selon vous, ne perdent-elles pas de leur sens quand celles-ci demeurent utilisées, instrumentalisées par des groupes qui, parfois, peuvent chasser cette démocratie pour instaurer, pour rebondir sur la question, des régimes parfois pires, et condamnent cette révolution à une forme de pendaison? C'est sûr que parfois, il y a des dérives de la révolution, mais je pense qu'il y a des dérives un peu partout, et ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que la révolution, dans son essence même, elle n'a pas de sens. Et ce n'est pas pour autant qu'il faudrait dire que les révolutions n'existent plus, parce qu'à ce moment-là, finalement, ça serait imposé au peuple ou aux personnes de ne pas se révolter et juste de rester là, victimes de ce qui leur arrive. Donc, voilà. Mieux vaut essayer que de ne rien faire et de se tromper définitivement. Exactement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé votre dynamisme et votre incarnation du sujet également. Vous nous avez présenté les révolutions d'hier qui venaient principalement du peuple. D'après vous, les révolutions de demain doivent-elles venir également du peuple ou venir des dirigeants ? Moi, j'aurais tendance à dire que les révolutions, elles doivent plus venir du peuple, parce que c'est lui qui est détenteur de la souveraineté, et c'est lui qui va subir les décisions qui vont être prises par le gouvernement.
Mais après, c'est vrai que les révolutions, elles peuvent aussi être initiées par le gouvernement. Mais moi, à mon sens, pour que la révolution soit juste, il faudrait qu'il y ait un consensus, ou du moins une forme de consultation avec le peuple pour arriver vraiment à un idéal de justice et d'acceptation sociale. Merci Khadija pour ce discours et ce cri du cœur. 2 questions. La première, les révolutions ont-elles un sens par elles-mêmes ou alors est-ce que ce sens dépend des révolutionnaires ? Je pense que les 2 questions sont intrinsèques parce qu'en soi, la révolution elle a un sens dans sa finalité, dans le sens où elle va venir s'attaquer à une problématique, à quelque chose qui choque, qui blesse, à quelque chose qui ne va pas. Mais la révolution, elle trouve aussi son sens dans le sens où, par ces acteurs qui justement vont s'estimer légitimes, vont prendre cette responsabilité de finalement venir sacrifier sa vie, de venir sacrifier aussi les acquis d'antan pour venir réformer un système. Donc je pense que les 2 sont intrinsèquement liés. Merci. Et donc, ma deuxième question, quelle dynamique est la plus préférable entre la révolution et l'évolution ? Alors là, c'est une question qui est assez difficile. Je dirais que ça dépendrait des cas de figure, que dans certains cas, l'évolution serait préférable à la révolution, en fonction, par exemple, de la stabilité du pays ou de la situation qu'il y a à régler. Donc, ça dépend des cas d'espèce. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette très émouvante prestation. Merci surtout de nous avoir fait partager l'histoire de votre pays. Ça relève de votre intimité. Et j'étais vraiment très touchée que vous partagiez ça avec nous. Ça nous donne du sens, en fait, par rapport à l'organisation de certains pays, par rapport à l'organisation de certaines sociétés. Ça nous fait réfléchir beaucoup sur la quête de sens dont vous avez parlé, sur la raison d'être. Merci d'avoir rappelé le combat des femmes dans certains pays, qui est encore très prégnant et encore beaucoup de chemin à faire. J'ai beaucoup aimé le ton de votre voix également, vos intonations, votre cri au départ, votre cri à la fin, et toute cette douceur également qui a parsemé votre démonstration. Alors vous nous l'avez dit, un pays se construit avec son histoire, avec son passé, et au vu de tout ce qui peut se passer actuellement en France et les comparaisons que vous pouvez avoir, est-ce que vous pensez que l'on est encore aujourd'hui, nous citoyens, en capacité de tirer les leçons du passé et d'apprendre par rapport aux leçons du passé et de se comporter avec cette histoire? Je pense que nous, en tant que citoyens, déjà, on a largement accès à l'information, dans le sens où, même si on n'a pas la volonté d'aller la chercher, elle va venir à nous, elle va venir frapper à nos portes et venir nous imprégner sans même qu'on se rende compte. Donc je pense que, oui, nous, en tant que citoyens, on a la capacité d'apprendre des erreurs du passé. Après, il faut aussi avoir une volonté, dans le sens où quand bien même on a la capacité, si on n'a pas la volonté par derrière, en fait, l'information, elle va juste venir à nous et puis rester là pendant un long moment sans qu'il y ait d'action qui émerge par derrière. Et le plus important, c'est les actions. Et après aussi, à notre échelle, il faut qu'on puisse faire en sorte que ça impulse encore au-dessus de nous pour que c'est vraiment une vraie résonance et un vrai impact dans notre société. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler, à s'exprimer et même parfois à crier. Je vous félicite également pour votre présentation. Comme tout à chacun, j'ai été ému. Mais derrière l'émotion, je pense que vous pourriez gagner encore un petit peu en construction de raisonnement. Et ce qu'on fait ici sur les bancs de la faculté, j'ai trouvé que vous aviez incarné un grand juriste du 19e siècle, Rudolf von Jhering, la lutte pour le droit, le combat pour le droit. Et le droit des femmes notamment, le droit d'un certain nombre de populations. Mais il a manqué quelque chose qui fait que je vous ai perdu, que le château de cartes s'est un petit peu pour moi effondré rapidement dans votre raisonnement. C'est que dès le départ, vous n'avez pas défini les termes de votre sujet. Et la première question, et qui va rejoindre en quelque sorte un petit peu celle de Julien, c'est qu'est-ce qu'une révolution ? Alors, vous l'avez amené la réponse un petit peu indirectement dans vos réponses ou à la fin de votre exposé, mais
à l'origine, le sens du terme révolution, qu'est-ce que c'est ? À mon sens, la révolution, c'est un renversement. Je ne sais pas si là vous voulez en amener, mais je dirais par rapport à moi, ce que je sais, ma considération du sujet. Mais à mon sens, les révolutions, c'est vraiment essayer de chercher un renversement sociétal, dans le sens où il y a une problématique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, on a le peuple, d'abord, qui se soulève pour justement essayer de contribuer à un changement. Alors c'est là, effectivement, je vous reproche de ne pas d'avoir suffisamment de méthode dans votre exposé, donc de ne pas définir les termes de votre sujet et d'avoir une définition à peu près objectivée d'un grand dictionnaire. Une révolution, si vous allez regarder dans les différents dictionnaires, et vous l'avez un peu présenté à la fin, c'est en fait un tour sur soi-même. Vous l'avez exposé avec cette théorie un peu des cycles. Effectivement, une révolution, et par rapport à une évolution, c'est un 360 degrés. Et donc l'humanité, en fait, en permanence, est amenée à revenir aux mêmes problématiques factuelles. Et alors, si vous étiez allé un petit peu plus loin dans votre méthode et que vous aviez qualifié cette révolution, tout à l'heure, le sujet d'avant, on était sur les potentielles, parfois, révolutions scientifiques. Et là, vous étiez plus dans des révolutions politiques, sociétales. Ça vous aurait permis de mieux aiguiller. Voilà le petit reproche que je peux vous faire. Mesdames, messieurs les jurés, cher public, honorable adversaire, nous voici réunis à la lueur du jour. Enfin, un peu de clarté dans cette mer d'incertitude. Mais si je me tiens devant vous, ce n'est pas pour parler du temps qu'il fait, ni du temps qui passe. Non, nous voici convoqués devant un tribunal d'idées, et le sujet du jour, tel une vieille rengaine, revient encore et encore. Les révolutions d'hier ont-elles encore un sens ? Ah ! Quelle noble mélodie dans les cœurs enflammés et quelle épopée dans l'imaginaire collectif. On les pare des plus beaux atouts, on les érige en mythes fondateurs, on les célèbre comme les grandes forces motrices de l'histoire. Elles seraient la flamme de l'espoir, le vent du changement, la main qui balaye l'ancien monde pour faire place au renouveau. Mais qu'en est-il vraiment, mesdames et messieurs ? À force de les glorifier, nous avons oublié leurs revers, leurs désillusions, leurs échecs. Mon adversaire vous parlera de flambeaux à rallumer, de chaînes à briser, de peuples qui grondent et d'opprimés qui se soulèvent. Elle nous dira que le combat n'est pas terminé, que l'histoire appartient aux révoltés, que sans la révolution, nous serions condamnés à la servitude, écrasés sous le poids des puissants et des certitudes. Elle brandira des symboles, invoquera les figures sacrées, elle nous racontera la prise de la Bastille, la chute des tsars, les pavés jetés contre l'ordre établi, 1789, 1917, 1968, toutes ces dates sont communes. Et bien sûr, la phrase clé, celle qui fait mouche à tous les coups, si nos ancêtres ne s'étaient pas révoltés, nous ne serions même pas libres de débattre aujourd'hui. Ah ! Quelle noble envolée me fais-tu ! Quelle vibrante ferveur ! Mais quel mythe ! Les révolutions d'hier se rêvaient triomphantes. Elles se sont souvent révélées tyranniques. Elles prétendaient libérer, elles ont parfois enchaîné. Elles promettaient la lumière, elles ont accouché de l'ombre. Je suis ici pour défendre une thèse qui, je le sais, suscitera l'indignation. Les révolutions d'hier n'ont encore pas plus de sens aujourd'hui qu'hier. Elles appartiennent au passé, à un monde révolu. Elles ne sont pas plus des solutions, mais des reliques que l'on brandit, ivres de nostalgie sans jamais s'arrêter pour en mesurer les conséquences. Car l'histoire l'a prouvé, les révolutions ne sont pas des victoires. Elles sont des fractures, des déflagrations, des tempêtes qui emportent tout sur leur passage sans garantir le lendemain meilleur. Car après l'ivresse des grands discours, revenons à la réalité. Que nous aient réellement apporté ces grandes révolutions ? 1789, un roi remplacé par un empereur. 1917, un tsar remplacé par Staline et des millions de morts. Mai 68, une société chamboulée. À chaque fois, c'est le même cycle.
on crie, on renverse, on proclame une nouvelle ère, et quelques années plus tard, les mêmes erreurs recommencent, sous un autre nom, sous un autre visage. Car c'est là l'essence même de la révolution, un grand incendie, un chaos exaltant, puis une fois la fumée retombée, un désordre à réparer. Souvenez-vous de Néron qui a mis le feu à Rome. Et qui répare? Ce ne sont jamais les révolutionnaires, ce sont ceux qui, patiemment, lentement, reconstruisent, ceux qui légifèrent, qui adaptent et qui négocient, ceux qui évoluent plutôt que de tout détruire, ceux qui pensent prisonniers de leur propre liberté. Mais alors, si je vous parle de la liberté, qu'est-ce que la liberté? Ah, voilà un mot qui brille, un mot qui claque, un mot qu'on brandit comme un étendard. La liberté, que dis-je? L'essence même de la liberté a été discutée, disséquée, retournée dans tous les sens par les plus grands penseurs. Benjamin Constant, ce grand esprit nous expliquait la liberté des anciens et la liberté des modernes. Alors, la liberté est-elle un concept unique, ou bien chacun fait-il sa propre définition? La liberté peut-elle être libre de tout, libre de faire révolution, libre de déborder, libre de détruire? Mais si la liberté est absolue, alors que faisons-nous du droit, de l'ordre, du vivre ensemble? En effet, si nous poussons le raisonnement jusqu'au bout, si tout est permis au nom de la liberté, alors il n'y a plus de limite. Si la liberté est libre d'agir sans contrainte au nom de la révolution, alors les terroristes eux-mêmes ne devraient-ils pas être épargnés? Après tout, ils ne font qu'exercer le droit à penser autrement. Un frisson vous parcourt certainement? Tant mieux. Car c'est bien là le danger de cette illusion libertaine, sans borne, que défend Khalidja. La liberté, mesdames et messieurs, n'existe que dans un cadre. Une liberté sans limite, c'est l'anarchie. Une liberté sans conscience, c'est la tyrannie des plus forts sur les plus faibles. Alors, avant d'invoquer la révolution au nom de cette chère liberté, posons-nous la question. Sommes-nous en train de défendre une cause noble ou simplement de flatter un caprice déguisé en idéal? Prenons un instant, je vous prie, pour reculer. Regardons notre propre histoire, celle dont on se glorifie, celle dont on se tire des leçons. Celle qui, paraît-il, nous a menés vers la lumière. Liberté, égalité, fraternité. Ah! Voilà un triptyque aux sonorités presque divines, gravé sur nos frontons, répété à l'envi comme une incantation républicaine. Mais derrière cette musique enchanteresse, n'y a-t-il pas une cacophonie d'incohérence? Cette devise qui se veut le fondement de notre République n'a-t-elle pas été 1000 fois bafouée par ceux-là même qui la portaient en étendard? Rappelons-nous, 1789, le peuple renverse la monarchie au nom de ses grands principes. Et ensuite, il nous faudra 4 républiques, 2 empires, 2 restaurations monarchiques avant que cette devise ne trouve un semblant de stabilité. 8 régimes. 8 régimes. Quelle instabilité! Alors dites-moi, cela a-t-il vraiment un sens? Faire une révolution, briser des siècles d'histoire, quémander des droits avec rage, avec ferveur, avec espoir? Pourquoi faire? Pour que 3 siècles plus tard, ces mêmes droits soient encore contestés, encore revendiqués, encore réclamés? L'égalité est-elle acquise? La liberté est-elle absolue? La fraternité, quant à elle, ne semble être qu'un vœu pieux. Alors à quoi bon? Les révolutions d'hier ont-elles encore un sens si elles n'ont su que poser des jalons incertains, que semer le doute et l'éternelle insatisfaction? N'est-il pas ironique de célébrer les victoires d'hier alors que nous brandissons encore les mêmes revendications aujourd'hui? Si une révolution devrait tout changer, pourquoi sommes-nous toujours en train de nous battre pour ce qui aurait dû être acquis depuis longtemps? Et puis les révolutions fascinent car elles sont spectaculaires. Mais le progrès ne vient pas du fracas, non. Il vient de ceux qui travaillent dans l'ombre, de ceux qui choisissent l'intelligence plutôt que l'instinct. Les révolutions promettent la liberté et finissent souvent par engendrer de nouveaux tyrans. Elles promettent la justice et plongent les nations dans la terreur. Regardez l'histoire. Les révolutions ne sont pas des fins heureuses. Elles sont des débuts chaotiques. Et bien souvent, elles ne font que remplacer un oppresseur par un autre. On remplace ce qui est remplaçable. On rend à César ce qui est à César. Mais je vois déjà mon adversaire, secouant la tête, un sourire en coin, prêt à répliquer « Non, 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 ce que tu dis, Léandre, ici, c'est du défaitisme. » Elle me dira que sans la révolte, il n'y a pas de progrès,
que les opprimés doivent se lever, que c'est dans l'insoumission que naissent les plus grandes avancées. Et moi, je lui répondrai simplement, vraiment Khalidja ? Pensez-vous sincèrement que le monde d'aujourd'hui a été bâti sur le chaos ? Que nous devons notre démocratie à des hordes furieuses détruisant tout sur leur passage ? Je vous le demande. Que l'égalité et la justice sont les fruits de violence et non de loi. Et pourtant, la Grèce, le berceau de la démocratie, ce mot sublime qui résonne comme un chant du passé, comme une promesse de liberté, de justice et de sagesse, une source de notre héritage politique, source des idéaux qui ont bercé la pensée occidentale. Mais mesdames et messieurs, que nous enseigne l'histoire de cette terre supposée si noble, si avant-gardiste ? 1822, les Grecs, portés par le vent de la liberté, se lèvent contre l'Empire ottoman, ce colosse qui étouffe l'indépendance. On imagine la flamme de la liberté triompher sous l'éclat des armes. Mais quelle réalité, mes amis ! Au lieu d'une indépendance éclatante, c'est une défaite sanglante qui s'impose, 25 000 morts, un sacrifice tragique. Et l'Empire ottoman, loin de se briser, s'étend encore. Les révolutions, ces flammes d'espérance, celles réellement consumer les géants du passé. Elles nous rappellent une douloureuse vérité, même la bravoure des peuples ne garantit pas la victoire. Pensez à Boudica, reine des Icénies, qui en 60 mena une rébellion contre l'oppression romaine. Ainsi, quand la lutte pour la liberté se solde par une victoire illusoire, que reste-t-il de ce grand idéal ? Alors non, Khadija, les révolutions d'hier n'ont pas toujours de sens. La Grèce est certes indépendante, mais surtout très pauvre. Mais allons plus loin. Mon adversaire voudra nous parler des luttes actuelles. Le féminisme, par exemple. Trump, un autre exemple. Elle nous dira que le combat continue, que les révolutions ne sont pas finies, que nous avons des injustices à combattre. Et c'est vrai, je l'admets, vous avez raison sur ce point. Mais permettez-moi une question. Qui sont ces nouveaux révolutionnaires ? Sont-ils les ouvriers en grève, les peuples en souffrance, les sans-voix en quête de justice ? Ou sont-ils confortablement installés dans les cafés branchés, révolutionnant le monde en 240 caractères sur Twitter ? Brûler les poubelles en manif, est-ce un combat ? Crier sur Instagram « Le capitalisme, c'est mal » depuis son dernier iPhone, est-ce une révolution ou plutôt une régression ? Soyons sérieux, mesdames et messieurs. Les grands changements ne viennent pas de ceux qui hurlent, ils viennent de ceux qui construisent. Et quand il est de la révolution industrielle, jadis célébrée comme le triomphe du progrès, qui aujourd'hui nous précipite inexorablement vers une mort lente et programmée. Scellant ainsi le destin d'une humanité trop orgueilleuse pour en mesurer le prix. Mesdames et messieurs, posons-nous les bonnes questions. Alors, si les révolutions ont encore un sens, il est grand temps de reconnaître que leurs promesses de progrès et d'évolution s'enlisent dans une décadence implacable. Je vous remercie de votre attention. Un grand bravo également pour votre exposé. J'ai beaucoup aimé votre sens de la phrase imagée, la construction de votre démonstration sur le dialogue avec votre adversaire, ce dialogue cher à Platon. Vos phrases type, le mythe de la révolution, l'accouchement de l'ombre, etc. Donc vous avez dû explorer, vous l'avez fait courage, la face cachée de la Lune. Donc à nouveau, bravo. Une question qui en sortira peut-être une autre, plus contemporaine finalement, de ce qu'on a connu en France de manière assez récente. Si on reprend ce mouvement des Gilets jaunes, constituait-il une révolution ou un simple départ de feu ? Et si c'était une révolution, le cas échéant, eh bien, avait-elle un sens ? A-t-elle changé quelque chose ? Merci. Alors, une question contemporaine, mais effectivement, nous sommes contemporains de notre propre époque. L'histoire nous appartient. C'était d'ailleurs mon premier discours. Étudiant en histoire, c'est donc pour ceci que je l'ai choisi. Les Gilets jaunes, avant tout, qu'est-ce que c'est ? C'est un mouvement qui vient du peuple. Et vous aviez posé tout à l'heure la question si les révolutions émanaient du peuple ou de l'État. Si ça émane de l'État, ce ne serait pas plutôt un coup d'État. Alors effectivement, si ça vient du peuple, les Gilets jaunes étaient-ils révolutionnaires ? Ils étaient plutôt visionnaires. Ils espéraient un meilleur avenir pour leurs enfants, pour nos enfants, pour notre avenir, votre avenir. Qui nous dit que dans 50 ans, nous,
vous, ici présents, aurez une retraite. Nous n'en savons rien. Nous voulons un meilleur avenir pour mieux sceller notre futur. Alors, est-ce que ces gilets jaunes révolutionnaires, ça avait un sens? Chaque lien, chaque histoire fondée a un sens. Il suffit seulement de comprendre la subtilité. Félicitations pour votre belle prestation. J'ai beaucoup aimé votre voix. Vous avez une très belle Merci. voix qui porte. Utilisez-la. C'est vraiment un atout important. Une bonne gestuelle également. Vous exprimez bien avec les mains. J'ai beaucoup aimé également votre démonstration et la répartie que vous avez donnée à votre adversaire. Ça montre que vous avez travaillé ensemble. C'était un travail d'équipe et ça, dans le temps qui vous était imparti et surtout cette nuit. Merci pour avoir fait ce travail. Merci aussi pour la profondeur de votre démonstration, pour toutes les références historiques qui étaient très intéressantes. Et puis merci surtout de nous avoir parlé de la révolution industrielle à la fin de votre propos, parce que moi, quand on nous a donné le sujet au départ, j'ai tout de suite pensé à la révolution industrielle. Et ce sera ma question. Moi, je suis de l'ère du sans téléphone portable, puisque dans ma génération, quand j'avais votre âge, on n'avait pas encore de téléphone portable. C'est difficile à imaginer encore aujourd'hui. Pensez-vous que cette révolution industrielle, elle nous ait amené à des excès? Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'arme que pouvaient être les réseaux sociaux, de ces armes et de ces excès et de ce pouvoir que l'on peut donner à ces excès. A-t-on bien utilisé cette révolution industrielle à votre sens? Alors pour répondre à votre question, si cette révolution industrielle était un excès, alors c'est assez simple en fait à répondre. Partons des corons. Dans le nord de la France, on fait construire des amas de maisons, les patrons construisent des bars pour contrôler leur population, leurs sujets, si on peut appeler ça des sujets, puisqu'en réalité, ils sont soumis à leur patron et non plus à leur propre conscience. Alors, à partir de là, la révolution industrielle a vraiment pris un cours de l'histoire, notamment, surtout en Angleterre, effectivement, parce que ça a été les précurseurs. Et ensuite, c'est venu un peu plus tardivement avec la France, parce que ça a commencé de 1760, ça s'est fini à peu près en 1820. Mais à vrai dire, la révolution industrielle est un excès pour la nature. Mais pour l'homme, ça a été des grandes avancées. On pense notamment au chemin de fer, aux bateaux, ou par exemple même simplement à l'industrie du bâtiment. Mais au fur et à mesure, on se rend vite compte des excès. Par exemple, je pense au livre Sans oiseaux, dont l'auteur m'échappe, mais Silent Springs en anglais. Mais pour dire que l'écologie a eu un impact dès la première petite âge glaciaire. Et finalement, cette révolution industrielle a mis un point très important dans l'écologie. Et l'excès a été mis en place dès qu'on a fait construire des usines. J'espère que ça répond à votre question. Je réponds dorénavant pour les réseaux sociaux, si vous me permettez. Les réseaux sociaux sont à la fois bien et une plaie. Sans les réseaux sociaux, si ça se trouve, personne ne serait ici aujourd'hui pour nous soutenir et pour visualiser notre travail. Mais les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut nous diviser. On connaît évidemment le cyberharcèlement, qui est quand même un fléau pour beaucoup de jeunes, ou même de futurs adultes dans leur boîte ou quoi que ce soit. Mais les réseaux sociaux, c'est avant tout un lieu d'échange qui permettent de lier entre humains, qui reste tout de même assez difficile. Je pense qu'on a tous des souvenirs de notre premier jour à la fac. Moi, le premier, je suis à Paris, je connais personne, un petit gars du Mans, tout sorti du lycée l'année dernière. Comment je fais? Déjà, le métro, c'est compliqué. Mais s'avancer, les réseaux sociaux, ça m'a permis, par le groupe justement de la fac, de rencontrer des gens. Maintenant, j'ai mon petit groupe d'amis, ça se passe très bien, et on communique sur les réseaux sociaux. Alors, bien utiliser les réseaux sociaux, ce n'est pas une plaie, ni un fléau, mais un cadeau. Et pour le pouvoir, si je n'ai encore un peu de temps, quel pouvoir a-t-on utilisé que vous m'avez posé? Je dirais que le pouvoir qu'on a utilisé dans le temps, il s'abîme, mais au fur et à mesure, pour revenir donc au pouvoir de la révolution industrielle qu'on a utilisé, finalement, ça a permis également des progrès techniques et scientifiques, puisque finalement, si on n'avait pas
construit autant d'usines, on ne saurait pas maintenant comment faire de la manutention. Par exemple, pensez aux usines Ford à Détroit. Au fur et à mesure, ils ont fait, certes, l'usine à la chaîne, mais ça a permis l'embauche, qui pourtant est quand même très important. Et quand Ford a fermé à Détroit, ça a été une vraie plaie pour la région, et on connaît toujours le cataclysme que vit Détroit. Alors, le pouvoir de la révolution industrielle, elle se retranscrit encore aujourd'hui, et on sait l'utiliser à bien et à tort. Merci. Merci beaucoup, Léandre, pour ton discours. 2 questions, comme d'habitude. Est-ce que les révolutions ont déjà eu un sens, une raison? Alors, pour dire qu'ils ont un sens ou une raison, il faudrait d'abord dire quelle est cette raison. Parce que pour élaborer une raison, il faudrait quand même, je relate pour les Gilets jaunes, il y avait une thèse derrière les attaques oppressantes, par exemple à l'Arc de Triomphe, quand on a détruit toutes ces belles statues. Il y avait une raison derrière cela, une raison provocatrice, un sens, on voulait choquer. Chaque mot qu'on emploie, chaque geste nous choque et a un lien entre eux pour nous faire passer un message. Alors, si les révolutions ont un sens, pensez naturellement à la révolution des œillets au Portugal, qui a mis fin à les dictatures, mais pourtant ça n'a pas mis fin à la dictature dans le monde. C'est très simple, on ne peut pas limiter à un seul endroit les échos d'un sens. Il faut que ce soit une raison commune qui avance, mais les révolutions ont un sens, mais parfois il suffit, comme je l'ai dit plus tôt, Néron a profité de Rome pour la brûler, pour gagner en légitimité. C'est quelque peu discutable tout de même, de brûler sa grande ville pour rentrer au pouvoir. Je vous laisse penser ce que vous en voulez, mais chaque révolution a un sens que l'on écrit petit à petit, et si bien que les révolutions, avec la raison que l'on redonne, se transcrivent, mais en même temps, les raisons s'éteignent. Une fois que la raison est passée, on n'en a plus. 2e question, et là je ne sais pas si tu vas me remercier, elle est un peu compliquée. Donc le mot sens a 3 significations. La première, la raison, la deuxième, la signification, et la troisième, la direction. Et donc tout à l'heure, tu nous as parlé de Néron qui détruit tout. Bien justement, est-ce que le sens de la révolution, donc dans sa signification sémantique, du retour sur soi, elle ne serait pas alors retrouvée avec le fait de tout détruire, comme on pourrait voir dans le cycle Maya ou l'éternel recommencement nietzschéen? Bien sûr. Alors, donc, vous faites effet aux 3 sens du mot sens. En réalité, il y en a encore bien plus, hein, puisque ça ne se limite pas à 3. Nous avons même des sens, l'ouïe, l'odorat. Mais en dehors de cela, bien sûr, votre question est très pertinente. Et détruire pour reconstruire, pour rebâtir, c'est là toute la question de la révolution. Parce que la révolution, ça découle aussi de l'évolution. Il suffit juste de rajouter un R. Alors, simplement, si la révolution, c'est l'évolution, voyez, par exemple, à Paris, vous me parlez des destructions, voyez à Paris, Haussmann, quand il a fait les grands boulevards, ça a permis une évolution de la ville de Paris, mais en même temps une régression pour le statut social. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, très bien, merci. Merci. Moi, j'ai beaucoup apprécié, comme ce qui a été dit précédemment, votre côté théâtral, votre jeu avec votre adversaire, votre humour également, ça m'a emporté. Dans l'ensemble des propos, il a beaucoup été question de révolution du peuple. De par votre jeune âge, je pensais que vous alliez également beaucoup parler des révolutions technologiques. J'aimerais vous entendre, moi, sur ce sujet. Vous avez parlé dans vos propos, vous avez beaucoup parlé de liberté. Et la liberté d'accès à l'information que procure l'intelligence artificielle est-elle, pour vous, une révolution, pour reprendre vos termes, une révolution heureuse ou chaotique? Eh bien, je vous dirais d'abord que ce que je pense de la révolution technologique, c'est assez simple en réalité. Ça permet quand même des avancées. Il suffit de voir toutes les personnes en situation de handicap qui peuvent maintenant revoir, pouvoir bouger, écouter de nouveau. Et pourtant,
c'est vrai que la révolution technologique, on se demande quand même les limites. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les révolutions technologiques, on a l'impression que ça nous dépasse. Il y a beaucoup d'utopies qui racontent justement les robots qui viennent remplacer les humains suite à la révolution technologique et surtout à l'évolution technologique. Alors pour parler dorénavant de la liberté d'accès à l'information, et ensuite je viendrai à l'intelligence artificielle, la liberté d'accès à l'information, c'est un cadeau et un fléau, parce que ça peut être un cadeau vraiment si on a besoin d'une petite recherche très, très sympathique, très adéquate. Mais également, ça peut être, comme le veut le gouvernement d'ailleurs, interdire des choses, car si nous avons un accès à l'information, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle. Et s'il n'y a pas de contrôle, nous le connaissons, l'information, je pense que vous parlez du web, que l'on pense sur Internet, il n'y a pas de contrôle, il y a certes la police du web, mais en réalité, ça revient de plus en plus en ce moment, le sujet un peu tabou, mais de la pornographie chez les moins de 13 ans. C'est un fléau total, même pour les parents de 50 ans. C'est absolument tragique. Cependant, quand on y pense, laisser des enfants de 13 ans avec une liberté d'accès à l'information, si on peut appeler ça l'information, ça pose quand même la question de l'accès et justement du contrôle. Si on met un accès en place, pourquoi ne pas le contrôler? Dans la rue, quand on prend la voiture, on peut être contrôlé car on a l'accès de rouler. Et pourtant, on est contrôlé. Pourquoi ce n'est pas pareil sur Internet? Nous devrions avoir un petit ange, un petit diable qui nous dit quoi faire tout le temps, en permanence. Alors, d'accord. Et ben, l'intelligence artificielle, ça peut être très bien comme très mauvais. Certaines personnes utilisent à tort et à travers, que ce soit pour les devoirs, par exemple, au partiel. Il y a eu beaucoup de triches, notamment dans certaines matières de certaines facs, dont je tairai le nom, et qui, du coup, doivent recommencer certaines épreuves parce qu'il y a eu de la triche. Est-ce qu'il reste des questions? Ouais, juste une petite question très vite, s'il vous plaît. Très rapide et très simple. Les révolutions d'hier ne trouvent-elles pas justement leur sens dans l'imprescriptibilité des leçons qu'elles donnent à l'avenir? Oui, bien sûr. Chaque révolution donne l'avenir. Quand je parlais de 1789, ça a donné l'avenir. Je vous parlais du coup des 8 régimes en place. Mais au final, ces 8 régimes ont permis l'avenir. L'avenir aujourd'hui, c'est notre présent. Et du coup, cet avenir que forme la révolution, en réalité, ça découle d'une chose très importante, oui. Très vite, ouais. Bon, pour rebondir effectivement sur l'intelligence artificielle, donc, on parle de révolution industrielle, moi je parlerais plutôt de rupture technologique à un moment donné. Mais néanmoins, là, quand on parle de révolution, souvent, on est, je dirais, sur des périmètres géographiques ou autres restreints. Est-ce que maintenant, moi je pense qu'actuellement, nous vivons toutes et tous, une révolution. Une révolution qui ne dit pas son nom, une révolution qui est sournoise et qui risque de nous échapper, qui est effectivement l'intelligence artificielle. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que l'écosystème n'est plus localisé, mais est devenu mondial. Et quand vous parlez de maîtrise effectivement des choses, on peut effectivement décider localement de maîtriser des choses. Mais quand on est dans un écosystème qui est mondial, qu'est-ce qui se passe? On peut le voir, là, ChatGPT est sorti. Là, un nouveau système est sorti chinois, complètement gratuit, indépendant, etc. On voit bien que les questions ne sont plus locales, mais devenues mondiales. Donc, je reviens à ma question, est-ce que les révolutions d'hier ont encore un sens maintenant, quand on voit effectivement l'évolution et quand on est maintenant dans un contexte intelligence artificielle et qui risque effectivement à un moment d'échapper à l'homme? Alors, votre première partie est très pertinente parce que l'année dernière, j'avais également participé à ce concours et Monsieur Bigot avait posé exactement la même question sur mon sujet évolution ou révolution. Et donc, je vais vous répondre très simplement. Vous parlez du coup du logiciel qui contrebalance ChatGPT. C'est tout simplement le système chinois international. On connaît les routes de la soie qu'ils veulent créer. Ils veulent s'implanter partout. On pense même aux voitures qui nous contrôlent pour chaque distance, chaque course qu'on fait. Et pourtant, effectivement, l'intelligence artificielle, la révolution qui en découle, elle est mondiale, effectivement. Nous sommes tous en train de la vivre, mais à une échelle certainement différente. On ne peut pas évoluer tous en même temps. C'est impossible. Il y a des degrés d'écart par rapport au fait de la civilisation, nos habitudes communes que l'on a rencontrées
toutes ces choses-là qui caractérisent une société. Le dernier sujet de cette demi-finale est « Les grandes idées naissent-elles dans les livres ?» Il opposera Juliette, qui défendra le pour, et Zoé, qui défendra le contre. Et voilà, nous y sommes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, pour vous, ce samedi matin n'est qu'un samedi matin comme les autres. Pour ma part, ce samedi matin est une révélation. Mes parents avaient donc raison. Les aventures de Oui Oui ou de Martine à la plage, c'est très prenant, je vous l'accorde. Mais cela reste tout de même assez limité. Me voilà en demi-finale de mon premier concours d'éloquence avec un sujet qui m'impose de défendre que les grandes idées naissent dans les livres. Et en face de moi, une adversaire redoutable qui connaît sûrement par cœur des noms d'auteurs dont je peine à prononcer le nom. Alors oui, aujourd'hui je regrette, mais je me console en me disant qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et que justement, s'il y a bien une chose que les livres nous enseignent, c'est que toutes les grandes idées y sont déjà, prêtes à être découvertes. Une idée, une vraie, une grande idée, n'est pas juste un éclair de génie qui tombe du ciel. Une idée se construit, se mûrit, se nourrit. Et quelle meilleure nourriture intellectuelle que les livres ? Les livres sont le terreau où germent les grandes idées. L'héritage historique qu'ils nous ont laissé à travers le temps est incontestable. Et c'est précisément en s'appuyant sur ces savoirs passés que de nouvelles idées sont forgées. Les livres permettent une communication intergénérationnelle. Vous connaissez sûrement l'histoire d'Isaac Newton et la pomme qui tombe sur sa tête. Eh bien, on aime bien raconter qu'il a eu l'idée de la gravité comme ça, en un instant, comme une révélation divine. Mais en réalité, Newton a passé des années plongées dans les écrits de philosophes et scientifiques avant lui. Sans les livres, pas de Newton, pas de gravité, et peut-être même que nous serions tous en train de flotter dans les airs. Si je vous demande de citer une idée révolutionnaire, il y a de fortes chances que cette idée ait d'abord été écrite quelque part avant de changer le monde. Les philosophes des Lumières, par exemple, ont écrit des pages et des pages pour défendre des idées nouvelles sur la liberté, la démocratie, l'égalité. Sans leurs livres, aurions-nous la Révolution française ? Aurions-nous eu la Révolution française ? Probablement pas. Les droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, l'abolition de l'esclavage, tout cela a été permis par les fondations intellectuelles bâties au fil des ouvrages. Avant d'être scandées dans la rue, les idées naissent sur le papier. Bien sûr, mon adversaire va prendre le temps de vous expliquer que les grandes idées ne proviennent pas du livre en lui-même, mais de l'esprit de celui qui l'a écrit. Mais ce que mon adversaire ne veut pas s'avouer, c'est que même ces idées-là ne viennent jamais de nulle part, mais émergent des argumentations détaillées et des réflexions approfondies et préalablement formulées. La plus grande des idées, cantonnée dans l'esprit qui l'a forgée, ne se répandra pas, elle sera vouée, au mieux, à perdre en précision au fil du temps, au pire, à mourir avec sa source. N'est-il pas spectaculaire que des innovations technologiques furent prévues bien des années auparavant leur existence par la littérature fictionnelle ? Alors oui, aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir lu davantage. Mais les 4 heures qui viennent de s'écouler m'ont fait comprendre une chose. Les livres ne sont pas juste des objets poussiéreux qu'on nous force à lire à l'école. Ils sont des catalyseurs d'idées et un merveilleux outil d'accessibilité universelle. Alors, les grandes idées naissent-elles dans les livres ? Oui, 1000 fois oui. Les grandes idées naissent au carrefour des récits, car c'est là que les savoirs s'accumulent, que les pensées se rencontrent, que l'intelligence se nourrit. Et si, cher public, vous en doutez encore, une seule solution s'offre à vous. Ouvrez un livre, même s'il est poussiéreux, parce que la prochaine grande idée, celle qui changera le monde,
est peut-être juste là, à quelques pages d'être découverte. Merci. Merci beaucoup pour votre prestation énergique ce matin, après effectivement une nuit blanche, si j'ai bien compris. Non, j'ai bien aimé effectivement votre prestation théâtrale. On a besoin d'être emporté à chaque fois, donc vous avez réussi à nous emporter. Donc sur cette voie des grandes idées naissent-elles dans les livres? J'aurais une seule question. C'est à l'ère du numérique, vous l'avez un peu évoqué, est-ce que la naissance des grandes idées dans les livres a encore sens? Bien sûr, parce qu'avant l'ère du numérique, il y avait l'ère littéraire. Donc tout découle de là, donc bien sûr. Merci pour votre prestation. Encore une fois, voilà, on a été emportés, on se sentait vraiment proche de vous voilà, dans votre discours. Moi, j'avais une question qui est assez simple. Pour vous, les grandes idées ne naissent pas plutôt, je dirais pas ex nihilo, mais ne naissent pas plutôt dans l'esprit humain, dans sa manière de penser, et sont justement transposées dans les livres afin de les répandre uniquement? En effet, j'avais prévu un peu cette question parce que je pense que ma candidate, mon adversaire le dira mieux que moi. Mais il y a d'abord une personne qui a eu l'idée, puis ensuite l'a retranscrit dans un livre pour que tout le monde puisse en profiter. Et c'est ça qui est magnifique. Merci beaucoup, Juliette. Encore une fois, ça a été un plaisir de t'écouter. Une question qui est totalement à contre-pied de la question de Monsieur Mezzetti. Les grandes idées ne naissent-elles pas plutôt grâce au livre? Un petit peu dans une dynamique de dépossession de l'auteur, où finalement l'auteur du livre, ce serait plutôt le livre lui-même. C'est une très bonne question. J'avoue que je n'ai pas préparé celle-là, par contre. Je dirais qu'il n'y a pas d'idée sans auteur. Et donc, s'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de livre. Et donc, sans livre, pas d'idée, finalement. On en revient au point de départ. Très bien, merci. Je vous félicite également grandement pour votre dynamisme malgré cette fatigue avouée. Sur la forme, bien sûr, voilà, cette énergie, cette concision également, vous l'avez concentrée, vous nous l'avez immédiatement transféré, la variation de votre voix qui est bien posée. Donc bravo pour tout ça. Sur le fond, c'était très intéressant. Finalement, le micro-juriste que je suis, ça m'a amené à me poser une question, à réfléchir avec vous en même temps. Mais derrière votre exposé, n'y a-t-il pas finalement une certaine distinction à faire et une question sur les grands systèmes de droit qui existent? N'y aurait-il pas finalement, et ça va dans votre sens, votre exposé ne conforterait-il pas le fait que le droit latin et le droit français, qui est essentiellement d'origine de droit latin, essentiellement, ne serait-il pas finalement un droit fait de plus grandes idées que le droit, lui, qui n'a pas de livre, le droit non écrit, le droit coutumier? Première question. Il y en a combien? Alors pour cette première question, ça tombe bien parce que je suis en première année de licence, donc on est en train d'étudier ça, le droit coutumier, le droit écrit. J'avoue que j'ai plus retenu mon cours du droit écrit et que heureusement que nous avons eu le Code civil en 1804 par les 4 juristes qui nous l'avont écrit, notamment Portalis, le plus important. Et je me souviens plus de la question initiale du coup, parce que je suis partie dans mon... Bien, dans ces deux systèmes, vous Oui. avez un système de droit écrit et Ouais. puis vous avez moins abordé le second, le système de droit non écrit. Alors une partie du droit français issu de la tradition, droit germanique, une partie de droit anglo-saxon, effectivement, et du droit non écrit. Mais finalement, les grandes idées dont on parle là, est-ce qu'elles naisseraient plutôt du droit écrit ou du droit non écrit? C'est ça? Ou est-ce qu'il y aurait un système qui vous paraîtrait plus... Bah écoutez, je pars du principe que si on étudie les deux, c'est que les deux sont intéressants à étudier et que les deux ont des bonnes choses à nous apporter. Après, je n'oserais pas me prononcer sur le fait est-ce que le droit coutumier est mieux que le droit écrit. Heureusement que nous avons du droit écrit, c'est tout ce que je peux dire. Mais voilà.
Bon, c'est un peu une réponse de Normand, ça. Ça satisfera pas les membres, notamment de l'association Henri Capitan, la défense de la culture juridique latine française. Alors, on en a moins de traces, effectivement, pour le droit coutumier, mais bon, potentiellement, il y a peut-être effectivement un peu moins d'abstraction. La deuxième question, finalement, c'est si on remonte un peu plus loin dans le temps et dans la période hellénistique et les grands philosophes, mais philosophes quasi-juristes, y a-t-il pas un des grands fondateurs de cette période philosophale, de cette pierre à l'édifice philosophal qui avait sans doute les plus grandes idées et qui, elle, n'était pas née dans des grands livres, justement, à la différence de Aristote et Platon? Y a-t-il pas un grand philosophe fondateur qui est le contre-exemple de ce que vous dites? Je suis nulle en littérature, en philosophie. Bon, eh bien, je ne saurais pas répondre. Socrate, ça vous évoque oui, rien? Bien sûr, Socrate, oui. Est-ce que vous avez déjà réussi à lire un ouvrage de Socrate? Par quoi ai-je commencé mon discours? Oui. Oui, et Martine. Voilà. Bon. Alors, vous verrez que les grandes idées ont été relayées dans un livre, mais pas le sien, de Platon. Mais en tout cas, lui-même, a priori, ses grandes idées n'étaient que dans ses dialogues avec ses disciples, essentiellement, et les citoyens. Bonne continuation. Merci. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, très chers membres du jury, mais surtout, chers moines copistes, si toutefois, au-delà des cieux, vous me recevez 5 sur 5. Bon, le réseau Wi-Fi de la fac est pour le moins périlleux. Une vaine rumeur envahit les couloirs de cette université. Les livres feraient naître les grandes idées. J'ai beau être sensible à vos accros de forme de copistes forcenés, voire forcés, abstenez vos risibles rires aux oreilles de ma consoeur. Non, parce que plus trivialement, mes chers, ça rigole, mais la rumeur nous frôle. Alors compterons. Qui de la page ou de la ligne a donc accouché en premier d'une idée? Une telle question est pour le moins onirique. Qui ne rêverait pas de voir une page accoucher d'une idée? Non. Cela ne vous tente pas? Non. Même pas un peu. Ça éviterait peut-être à quelques auteurices moult fioritures, un syndrome de la page blanche, ChatGPT, ou bien l'équivalent du Goncourt au Japon décerné à une intelligence artificielle. À part algorithmes et vide graphique, permettez-moi de n'y entrevoir aucune naissance idéologique. L'AEDEG, nous aiguillant dans cette quête du Graal, si je puis dire, insiste pour que seules les grandes idées retiennent notre attention. N'y voyez ici rien de classiste, ni l'ombre d'un occidocentrisme, ou encore moins d'une nostalgie quelconque à l'égard des grands de ce monde, les Lumières, les fameux. À ce titre, je dois me confesser auprès de vous, cher public. J'ai un petit penchant pour un traité pour le moins un peu controversé. Un traité qui a fait naître en moi des envies de maternité. Une maternité où la charge mentale n'existerait pas. Et oui, cela fait rêver. Oui, mesdames, messieurs, Rousseau a fait naître en moi une idée brillante, ou devrais-je dire lumineuse. Le brave abandonna ses 5 enfants, non pas 1, mais 5, pour publier ensuite de l'éducation. Comment pouvons-nous encore se leurrer à croire que les livres font naître les idées lorsque ce sont les idées mêmes qui trahissent ces 10 livres? À cet égard, les livres mesureraient-ils réellement la grandeur de nos idées? Abandonner ces enfants pour en faire un traité, un mode d'emploi du contraire, serait donc quelque chose de grand, limite de visionnaire. Mesurer les idées, en voilà une drôle d'idée. M'interrogez-vous sur un livre ou sur une équerre? Si ce n'est pas cela que d'avoir le compas dans l'œil, alors mesdames, messieurs, qu'est-ce donc? Car par cette question, des idées, vous en faites une hiérarchisation. Il y aurait de grands livres pour de grandes idées, ainsi que de petits livres pour de petites idées.
entre les livres qui accouchent, maintenant, nous nous offrons le luxe des livres à morphologie. Je vous épargne le chemin parcouru, allant du manuscrit des moines copistes à l'invention de l'imprimerie, en passant par le scandale que fit le livre de poche au livre broché. Les petits ont fini par dépasser les grands. En même temps, c'est beaucoup moins cher. Il n'a jamais été question de la taille des livres, mais de ce que le livre inspirait de grand dans nos esprits. À la manière de Rostand, je ferai avec vous, mais surtout avec qui, la tirade des non-merci. Ou devrais-je dire, j'enfile par analogie le rôle de Cyrano de Bergerac pour afin vous dire que non merci. Non merci. Des livres, ne dépend ni l'idée, ni la grandeur. Car, mesdames, messieurs, avant de trancher, à la faveur ou à l'encontre d'un livre, comme vivier d'un esprit noble, laissez résonner en vous cette urgente poésie. Qui lit? Qui écrit? Ou plutôt devrais-je m'affiner? Qui sait lire? Qui sait écrire? Qui a pu apprendre à lire? Qui a pu apprendre à écrire? Qui aime lire? Qui a le temps de lire? Qui a déjà vu, déjà touché un livre? Qui a déjà lu, tout simplement? Qui a déjà lu, y a déjà compris, voire retenu quelconque idée? Qui produit le livre? Qui finance l'éditeur? Le livre ouvrirait la boîte à idées. Or, le livre vit en cercle clos, entre soi, en entre-soi. Un homme qui m'est cher m'a dit un jour, on aime lire car on se lit soi-même. Et si on ne nous avait jamais donné le droit de se rencontrer soi? Car si moi, Zoé, je vous avoue aujourd'hui n'avoir jamais eu le goût, n'avoir jamais aimé le goût amer des livres d'histoire, sauriez-vous me dire pourquoi? Car peut-être on y a rarement mentionné le nom de femme. Assurément. Mais si vous demandiez à mes amis du mercredi, en leur suggérant qu'un livre leur donnerait de grandes idées, saurez-vous leur garantir une société dans laquelle ils pourraient les réaliser? Une société dans laquelle la discrimination à l'embauche n'existerait pas, car le souhait de devenir pilote ne leur serait pas épargné à la lecture du Vol de nuit de Saint-Exupéry. Pour arguer que les grandes idées naissent dans les livres, il faut en avoir le privilège. Car, cher auditoire, mesdames, messieurs les juristes, il ne s'agit pas seulement de se demander à qui accordons-nous le droit d'avoir de grandes idées, mais plutôt au sein de quels esprits acceptons-nous de les laisser fleurir? Ou devrais-je dire, entre quelles mains notre monde choisit-il de placer les livres? Je vous remercie. Alors pour immédiatement peut-être contredire notre contradicteur ici, non, je suis moins inspiré, mais je vous félicite à nouveau de votre exposé sur les questions, ça s'amenuise. J'ai une question de forme. Au tout début, je me demandais, mais n'y aurait-il pas un petit accent du Sud? Non. Non, c'est quand j'ai entendu me frôle. J'avais l'impression d'être à Aix-en-Provence. Ah, c'est gentil, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, ça, c'était juste de la curiosité mal placée. Et pour la question de fond, eh bien, finalement, n'y aurait-il pas aussi certains ouvrages dont les auteurs, parfois même prix Nobel, ne feraient finalement qu'exploiter les idées et les grandes idées d'autres? Alors, je ne sais pas si vous faites référence au dernier Goncourt qui a été attribué cette année. Non. Mais si, c'est le cas. Et parfois, des idées sont volées sans en être des grandes. Alors, je ne sais pas si des grandes idées viennent uniquement de grandes personnes dites à renommée ou érudites dans un domaine. Mais par exemple, Kamel Daoud, qui a gagné le prix Goncourt récemment, a volé le récit de son roman à une femme qui était patiente de sa femme qui était psychologue. Voilà, il y a un procès qui a lieu en ce moment. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a beaucoup de similitudes et voilà, le hasard fait que la psy de cette jeune femme s'avérait être la femme du prix Goncourt. Voilà. Félicitations pour votre très belle prestation également. Vous m'avez
Vous m'avez ému et emporté, surtout par votre maniement du verbe, que vous faites de manière excellente. Vous avez vraiment de très beaux jeux de mots, une très belle construction. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Des références culturelles également très, très développées. Donc, vraiment félicitations. Moi, j'ai noté tout à l'heure un propos que vous avez tenu. Les idées trahissent les livres. Est-ce que vous pourriez développer un peu et nous en dire un petit peu plus ? Je pense que oui, elles trahissent les livres en ce qu'elles, parfois, elles invitent à voyager. Oui, elles donnent envie de voir ailleurs. Les histoires que l'on retrouve dans les livres sont parfois le fruit d'ethnologues ou le fruit d'une fiction, mais dans les deux cas, parfois font naître en certains une envie de voyager et sans pour autant en avoir les moyens. Alors comment gérer cette frustration ? Comment, je ne sais pas, peut-être se mettre à écrire ses propres histoires si on n'a pas les moyens de voyager finalement. Merci Zoé pour ton discours. 2 questions. La première, elle est un peu compliquée, j'en conviens. Donc, tu nous as dit que les idées trahissaient les livres, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager l'inverse, c'est-à-dire que les livres trahissent les idées ? En fait, est-ce que les idées elles meurent à cause des livres, en ce que les exprimer, c'est déjà les dénaturer, les altérer, puisque les mots manquent aux idées ? Je pense que l'auteur qui choisit d'inscrire son idée dans un livre souhaite prendre le risque qu'elle soit mal interprétée, mal reçue. Il sait pertinemment que lorsqu'il pose ce mot-là sur une feuille blanche, écrite, manuscrit, enfin peu importe, qu'elle sera figée. Et aussi qu'elle sera interprétée, pas forcément selon ce qu'il souhaite. Je pense que ça n'a rien à voir avec la question de la littérature ou d'un livre. C'est même ce qui se passe maintenant entre vous et moi lorsque je vous parle. La façon dont je pense mon discours est totalement contraire peut-être à la façon dont vous le recevez. Mais dans tous les cas, dès lors qu'on choisit d'extraire de notre esprit cette idée, on accepte qu'elle reste figée et ne dépende plus de nous. Merci. Et la deuxième question, les grandes idées peuvent-elles encore naître ? Est-ce qu'on peut encore innover dans les idées ? Parce que par exemple, on a les sophistes qui sont revenus avec les philosophes des Lumières, la Renaissance, c'est une répétition des philosophes de l'Antiquité. Est-ce qu'on peut encore innover ? Oui, je préfère le terme innover, d'ailleurs, idée innovante que grandes idées, pour aussi rebondir sur la première question. Le fait de dire qu'une idée est grande, ça la fixe, ça la fige, alors que si on la voit comme une innovation, une invention nouvelle, alors on est ouvert au débat, à construire une nouvelle idée ensemble et dialoguer autour de celle-là, de cette dernière. Merci beaucoup pour votre prestation. J'ai aimé votre sourire, votre introduction humoristique, votre discours. Alors, j'ai pas réussi à compter, presque en octosyllabes ou alexandrin. Bref, avec une rime qui était très agréable à entendre par la musicalité créée dans votre discours. Vous avez défendu le fait que les grandes idées ne naissaient pas dans les livres. J'ai une question très, très simple. Je voulais savoir si, pour vous, à partir de ce postulat, les grandes idées naissent dans les expériences empiriques ou les sentiments ? Oui, je pense qu'elles naissent de notre contact avec les autres, donc de l'accumulation de nos rencontres avec ces derniers. Donc c'est ça, les expériences empiriques. Et l'autre, c'était les sentiments, évidemment. Lorsqu'on partage un moment avec autrui, nous sommes des êtres doués de sensibilité et de réflexivité, heureusement. Et donc des sentiments sont liés irrémédiablement. Belle prestation, sincère, honnête, expressive. J'avais une question. Les grandes idées ne naissent-elles pas du simple fait
de vouloir les transmettre à autrui, de transmettre la beauté d'un message qui, avec le temps, décidera de s'affiner et de devenir meilleur? Si dans l'idée, vous sous-entendez l'idée même de transmettre cette dernière, alors effectivement, oui, c'est un grand geste, très noble. Merci à vous. Effectivement, j'ai bien aimé aussi votre style d'écriture, les rimes, la musicalité. Donc, un grand merci. Je trouve en fin de prestation, c'est parce que vous avez dû suivre en fait l'ensemble des interventions des autres candidats. Donc, la pression est là. Donc, vous avez réussi à la tenir. Donc, bravo pour ça. Je crois que vous avez dit dans votre discours à un moment donné que il n'y a pas de grandes idées sans de grands auteurs, je crois. Hein. Mais peut-être, ça n'empêche pas que vous pouvez poser cette question. Non, oui. En fait, c'est pas celle-là que je vais poser. Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, pourrait-on penser qu'une intelligence artificielle pourrait générer une grande idée? Et si je pousse plus loin les choses, est-ce que les futurs grands auteurs ne sont-ils pas, en fait, les futures IA génératives? Non. Non, parce que... Alors, ça viendrait trahir le programme de lettres, j'ai eu une matière qui s'appelle « Écrire à l'ère du numérique ». Donc, nous avons dû utiliser les intelligences artificielles pour écrire un roman collectif. Mais ça trahirait la réponse que j'ai émise à votre collègue juste avant. C'est que les grandes idées, et à l'autre collègue aussi, sont grandes parce qu'elles sont partagées, parce qu'on décide à un moment donné de vouloir en faire profiter les autres, et aussi que ces idées-là, ces idées qui ensuite deviendraient des grands romans, sont des grands romans parce qu'elles naissent d'une expérience humaine, qui mêle à la fois sentiment et expérience onirique, non, empirique. Et l'intelligence artificielle a de très bonnes formulations, de très bons outils, etc. Ce qui peut me faire peur, c'est qu'elle se nourrit de nous. Elle nous vampirise. C'est qu'elle nous vampirise. C'est qu'un jour, elle nous dépasse. Qu'un jour, la sensibilité humaine, on la trouve plus rapidement grâce à l'intelligence artificielle et que la lenteur de la nôtre ne suffise plus, que la nôtre semble trop lente. Ouais. Eh bien, donc rendez-vous dans 20 ans. Oui, mais bon, j'espère que ça ira bien quand même. Merci. Merci.